Et vous êtes toujours sur Globule Radio, en direct de la maison de village d'Argentières. Et j'accueille tout de suite Marion Guitoni, conservatrice des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges au Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Aster CEN 74, donc on va expliquer tous ces acronymes. Le département de la Haute-Savoie a un patrimoine écologique remarquable, mais fragile. L'enjeu, c'est de concilier la préservation de la biodiversité et le développement économique et touristique. Donc Aster a été créé le 7 juin 2000, c'est ça ? Oui, tout à fait. Aster, donc, c'est une association loi 1901, mais à vocation technique. Les forces vives, ce sont des professionnels de la protection, de la préservation du patrimoine naturel, des espèces animales, végétales, mais aussi de la nature dans son ensemble, lacs, glaciers, etc. Et donc, on a pour vocation d'être en appui aux collectivités, mais aussi aux partenaires privés, pour mettre en place des mesures de gestion, de protection de la nature. Ok. Sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie. Donc Aster, ça veut dire, à l'origine, ça voulait dire agir pour la sauvegarde des territoires des espèces rares ou sensibles. Alors tout à fait, on ne l'utilisait pas beaucoup parce que c'est beaucoup trop long. Et en fait, Aster, c'est le nom d'une plante, c'est un genre de plante. C'est une famille de plantes, c'est ça ? Alors, c'est pas une famille, c'est un genre, c'est juste en dessous. D'accord. Mais on retrouve plusieurs espèces, dont en plaine, dont en montagne. Donc, ça représentait assez bien les milieux. Donc, ils ont trouvé un compromis entre la plante et l'acronyme. Bah, ça marche super bien, en fait. Ça veut tout dire. Et CEN 74, CEN, ça veut dire quoi ? Alors, CEN, c'est le Conservatoire d'espèces naturelles. 74, c'est pour la Haute-Savoie. Et ça, c'est parce que plus récemment, alors je ne saurais pas dire en quelle année, mais maintenant, des organismes ont un agrément national qui fixe un certain nombre de missions à des structures qui peuvent être associatives ou autres. Généralement, c'est associatif. Et donc, il y a une couverture du territoire, mais on ne peut pas être deux conservateurs d'espaces naturels pour un même département ou une même région. Donc, on a un agrément pour être conservateur d'espèces naturelles. C'est une reconnaissance nationale qui nous fixe des objectifs, des types d'actions. Et en contrepartie, on a un certain nombre de partenaires institutionnels et des financements pour mettre en œuvre les actions. Ok, ben, je pense que c'est déjà beaucoup plus clair, mais maintenant on va peut-être rentrer dans... Donc toi, en tant que conservatrice des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges, donc tu travailles pour Aster CEN 74, que l'on vient de définir. Est-ce qu'on pourra en savoir plus sur les missions que l'association en Haute-Savoie s'est donnée ? Alors, donc, en tant déjà que gestionnaire de réserves naturelles, on le fait pour le compte de l'État, parce que ce sont des réserves naturelles nationales. Il y en a 9 sur le département. Et l'État a choisi, donc on est rechoisi tous les 5 ans, parce c'est pas quelque chose de pérenne, on pourrait ne plus être gestionnaire, a choisi donc le conservateur d'espèces naturelles pour mener les missions de gestion d'une réserve naturelle, que je vais décliner après. Mais voilà, donc ça c'est une partie assez importante des missions d'Aster. Mais on ne fait pas que ça. En dehors des réserves, on peut appuyer des collectivités. Et moi aussi, c'est un peu mon rôle de temps en temps d'aller à des réunions qui ne concernent pas des secteurs de la réserve. Et donc après, si je peux décrire les missions en réserve, oui. On les décrit en 4 parties, parce que c'est plus simple. C'est connaître, protéger, gérer et partager. Alors connaître, c'est assez simple à comprendre, c'est tout ce qui va être scientifique. Suivi, inventaire, connaissance, je parlais des lacs et des glaciers aussi, ça va rentrer dans cette partie connaître les pressions, connaître les enjeux. Ensuite, on a la partie protéger. Donc protéger, pour nous, c'est la partie un peu réglementaire. Ce qui fait la spécificité vraiment des réserves, c'est qu'on a un décret avec des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Et donc nous, on va surveiller le respect de cette réglementation. Donc on est commissionné, certains agents sont commissionnés et assermentés pour faire respecter la réglementation. Donc moi-même, je suis sur le terrain et je peux mettre des amendes à ceux qui ne la respectent pas. D'où l'écusson police de l'environnement. D'où l'écusson police de l'environnement, tout à fait.
On est 2 à l'année sur la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Et dans les autres réserves, c'est des collègues, pareil, ils sont 2 ou 3 suivant les cas. Donc ça, c'est la partie protégée. Ensuite, gérer, c'est tout ce qui va être... c'est assez large. Mesures de gestion pour préserver les milieux et les espèces. Donc nous, par exemple, en hiver, puisque là, demain, on va aller installer une zone de quiétude pour la faune. Le tétralyre, par exemple ? Le tétralyre, exactement. Et les chamois, là pour la zone en question, c'est vraiment ces 2 espèces-là qui sont bien présentes dans cette zone-là. On est en limite supérieure de la forêt. Et donc, on va aller l'installer. Donc, c'est-à-dire, c'est installer des cordes élastiques avec des petits panneaux en bâche qui montrent que les skieurs ne doivent pas traverser, ne doivent pas passer sous la corde, pour de laisser des zones de tranquillité, de l'espace de tranquillité. Parce que les skieurs sont très présents partout. Le ski, ça nous amène à aller dans des endroits où on n'irait pas forcément en été, d'ailleurs. Et la faune en hiver, celle qui n'hiberne pas, elle est très fragile parce qu'il fait froid, certes, mais le problème principal, c'est le manque de nourriture. Et donc, comme elle se nourrit peu, c'est pas très énergétique, sa nourriture, la fuite, les déplacements réguliers, ça consomme de l'énergie et ça peut conduire à la mort. Voilà, donc par exemple, on fait ça demain. Donc c'est un exemple de gestion. En été, on va canaliser les sentiers, faire des murets pour essayer de faire en sorte que les gens aient envie de rester sur le sentier. On met en place des choses sur le bivouac, on met en place des choses avec les éleveurs pour respecter les mares les plus intéressantes pour les libellules, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est dans la partie gérée. Et la dernière partie, c'est partager. C'est tout ce qui va être sensibilisation, communication, information auprès du grand public et auprès aussi des socio-professionnels ou de ceux qui vont aussi faire des relais d'information, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour tout expliquer. Et du coup, c'est vrai qu'on va essayer de former un certain nombre de personnes qui peuvent ensuite, les accompagnateurs en montagne par exemple, qui peuvent ensuite relayer les infos. Et donc cette mission partagée, on la partage. On n'est pas... les autres aussi, mais celle-là en particulier, on la partage avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix, puisqu'ils ont un animateur nature, Jolan, avec qui on partage aussi le bureau. Le bureau ici, à la maison de village d'Argentière. Et donc cette mission-là, en fait, c'est beaucoup la communauté de communes qui va faire toute l'animation grand public, avec des animations... la présence et l'accueil au chalet du Col des Montets pendant tous les mois d'été, et aussi des animations, conférences tout au long de l'année. Donc on participe à ce programme aussi d'animation, on en propose quelques conférences. Voilà, on est présent aussi sur le terrain, en sensibilisation, c'est un peu aussi notre quotidien. Mais la partie organisation d'animation, c'est beaucoup la communauté de communes. D'accord, donc 4 missions pour Aster CEN, connaître, protéger, gérer, partager. J'ai lu qu'il y avait aussi une mission de conseil. Donc, vous apportez également vos conseils scientifiques et votre appui aux collectivités, justement, pour peut-être mieux protéger leur territoire. Alors là, les 4 missions, c'est vraiment les missions des réserves naturelles. En dehors de ces espaces protégés, on a beaucoup moins la partie réglementaire, forcément. Et par contre, nous, notre rôle exactement, c'est tout à fait ça, c'est d'essayer d'appuyer. Donc, par exemple, la commune de Chamonix, quand ils ont révisé leur plan d'aménagement forestier, j'ai été invitée pour déjà relire le document. Est-ce que les objectifs et la partie stratégie de préservation des milieux des espèces forestiers me semblaient bien prises en compte dans les différentes phases de ce plan. Ça, c'est un exemple. Je pourrais en donner d'autres. Sur des sites aussi, une commune qui a une zone humide, c'est que c'est intéressant, mais c'est pas du tout qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans et qu'est-ce qui pourrait être fait pour la préserver, pour sensibiliser les habitants autour. On peut les accompagner. Donc vous contribuez à l'animation du débat public aussi autour de la préservation de l'environnement. Alors, par ce biais-là, on essaie. Après, on est aussi, en termes de personnes, relativement limitées par territoire. Donc, heureusement, on n'est pas seul à faire ce travail. Mais en tout cas, on essaie de se rendre disponible autant que possible. Ouais.
Et le territoire d'expertise couvert par Aster, donc vous nous l'avez dit, il y a 9 réserves naturelles en Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut parler de ces 9 réserves naturelles qui font partie des 41 sites gérés par Aster ? C'est ça ? Oui. Alors, il y en a dans les 41 sites, il y en a des plus ou moins grands. Et dans les réserves, c'est pareil. On a 3 réserves lacustres qui sont donc la réserve naturelle du delta de la Drance, près du lac Léman. Près de Thonon. 2 réserves naturelles au bord du lac d'Annecy, c'est le bout du lac d'Annecy, le Roc de Cher. Donc ça, c'est pour les petites. Et en montagne, elles sont un peu plus grandes. On a la réserve naturelle des Contamines Montjoie. Et après, on a un ensemble de 5 réserves naturelles qui forment un grand ensemble puisqu'elles sont jointives. Donc déjà, il y en a 3 dans les Aiguilles Rouges. Je suis, moi, conservatrice pour ces 3 réserves naturelles-là. C'est les Aiguilles Rouges, Carlaveyron et Vallon-de-Bérard, qui ont des dates de création différentes. C'est pour ça que ce sont 3 réserves différentes. Et on a aussi la réserve de Passy et la réserve de Sixte Fer à Cheval Passy. Pardon pour le nom à rallonge. Et donc ces 5-là sont jointives et forment un grand ensemble. Donc on essaie aussi de communiquer un peu pour que la signalétique soit assez logique et que les gens ne s'y perdent pas trop. Et vos missions, à vous, donc plus particulièrement en tant que conservatrice des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges, donc on l'a vu avec 3 réserves qui intègrent 7 grandes réserves, si on peut dire comme ça. Vos missions à l'intérieur de cette réserve, c'est lesquelles ? Eh ben, c'est vraiment les 4 missions dont j'ai parlé. Et moi, particulièrement en tant que conservatrice, je vais essayer d'assurer la coordination. Donc à l'année, on n'est que 2, il y a un garde et moi, mais cet été, on était 7, par exemple. Et donc, mon rôle, ça va être d'essayer de mettre en œuvre les différentes actions qu'on a prévues dans ces 4 missions principales. On a un plan de gestion qui nous définit la stratégie et les actions à mettre en place sur 10 ans. Donc là, il est en cours de renouvellement, donc c'est aussi mon travail de renouveler le plan de gestion. Et de s'adapter probablement ? S'adapter aux nouveaux enjeux ? Tout à fait. C'est l'occasion à ce moment-là de réadapter aux nouveaux enjeux, aux nouvelles problématiques. Donc on a beaucoup plus intégré le changement climatique, par exemple, qui était déjà intégré, mais on l'a plus intégré maintenant. L'augmentation de la fréquentation qu'on a vue après le Covid notamment. On a eu des augmentations importantes en été en particulier. Et on va donc essayer de mettre en musique un peu tout ça, d'arriver sur l'année à mettre en place un maximum de choses pour atteindre nos objectifs. Et pour répondre à ces 4 grands objectifs d'Aster. Et le projet, donc, si je comprends bien, c'est de permettre... je pense qu'il y a quand même une transmission importante dans ce projet Aster, réserve naturelle, de permettre aux scientifiques de vulgariser, partager les connaissances acquises, en fait, pour sensibiliser le grand public. Donc, comment ça se fait, ce passage, en fait, du scientifique aux visiteurs lambda des différents sites que vous gérez ? Alors, ça va dépendre des sujets, mais on a un comité scientifique composé de plusieurs chercheurs dans différents domaines. Et donc, on les rencontre de temps en temps. Il y a des écrits qui se font. Donc, nous, on doit se tenir informés un peu de ce qui se fait pour pouvoir le vulgariser ensuite. Et donc ça, c'est au niveau très local. Et après, c'est pareil à différentes échelles. Au niveau national, il existe aussi des documents dont on peut s'imprégner pour pouvoir transmettre et expliquer. En fait, les gens ont besoin de beaucoup d'explications. On ne peut pas leur dire c'est interdit parce que c'est interdit. En fait, ça ne donne pas envie de respecter si c'est juste la règle. La plupart des gens, quand ils comprennent pourquoi, en fait, un chien, c'est interdit parce qu'il a une odeur qui peut déranger la faune. L'odeur ou par son comportement, évidemment, s'il course après une marmotte. Mais ça, c'est plus clair pour les gens. Pour les gens, un chien qui ne bouge pas, qui reste à côté d'eux, ça ne pose pas de problème. Et en fait, ça peut en créer par l'odeur. Voilà. Et donc, une fois qu'on explique ça, la plupart des personnes comprennent. C'est pas interdit partout. On peut promener son chien en dehors des réserves naturelles, qu'il y a de l'espace pour. Et ici, en réserve, c'est un espace protégé. Donc, on essaye au maximum de réduire les impacts
clairement, hein, la très forte fréquentation a des impacts, on le sait. On essaie de faire ce qu'on peut pour réduire au maximum. Merci. Et pourquoi, donc, on le comprend quand même dans tout votre développement et dans tout ce qu'on se dit depuis quelques minutes, mais pourquoi c'est important qu'une telle asso existe ? Vaste question, hein. Ouais, c'est pas évident. Alors, je pense qu'on a du coup l'avantage d'être, comme je disais, une asso de professionnels. Et c'est important dans les débats que chacun se positionne. Il y a du politique aussi dedans. Et l'avantage d'avoir une association technique qui n'est pas militante, nous ne sommes pas militants, c'est que on va vraiment toujours essayer de répondre sur du factuel. On n'a pas d'intérêt à l'une ou l'autre d'explication. Je ne sais pas, en fait. On va essayer au maximum de se baser sur du factuel et sur du technique et du scientifique. Et du scientifique, oui. Voilà. Et donc ça donne confiance, je pense, à certains élus, certains acteurs. On n'est pas là pour suivre une ligne particulière. Voilà, je dirais ça. Que ce soit parce qu'il y a quelques sujets qui sont quand même, qui peuvent être polémiques. Je pense au retour du loup, par exemple. Tout à fait. Et bien, sur ce sujet-là, c'est ça. On essaie de donner des éléments les plus factuels possibles. Sans prendre parti d'un côté ou de l'autre, quoi. Sans prendre parti et sans cacher, en fait, aussi. Voilà, parce qu'il y a des attaques, par exemple, bah oui. Par contre, le loup est revenu naturellement, ça c'est un fait. On le sait qu'il est revenu naturellement depuis l'Italie. Donc ça, on va le dire. Des choses, on essaye au maximum. La radio des villages. Et nous sommes toujours sur le 90.5 Globule en direct de la maison de village d'Argentière. Cette maison de village d'Argentière, c'est l'une des 5 maisons au cœur des territoires avec la maison des Drances, l'espace nature au sommet des Contamines Montjoie, la maison de la réserve naturelle de Six-Passy. C'est un camp de base en fait pour les réserves naturelles. Vos bureaux sont ici, Marion Guiteny. Donc, quelle équipe pour honorer toutes les missions dont on vient de parler Alors ici, on a nos bureaux, effectivement. On est 2 à l'année, Laurent Delhomme qui est garde et moi-même qui suis conservatrice. Et à l'année, donc, on partage le bureau avec Jolane Bérard, qui est animateur nature pour la communauté de communes et qui fait beaucoup d'animations pour la réserve naturelle. On va en parler tout à l'heure. Donc c'est vraiment le bureau de la réserve avec les 2 structures. Et en été, on accueille, on embauche des saisonniers sur 3 à 6 mois. On a plusieurs postes, ça dépend des années, des financements qu'on arrive à avoir pour avoir plus de présence sur le terrain pendant la période estivale où on a beaucoup de monde. Et sensibiliser. Donc les missions, pareil, c'est de la sensibilisation auprès du public, de la veille par rapport aux infractions et de l'explication. Et des petites actions de gestion. Je parlais des sentiers tout à l'heure. C'est quasi quotidien, en fait, de remettre en place le muret pour pas que les gens traversent, pour que les gens restent sur les sentiers, par exemple. Donc on va parler de l'exposition qui est installée ici à la maison de village d'Argentière. Donc cette exposition, racontez-moi Marion, à quelle occasion elle a été créée ? Et cette année, on est en 2024 et la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, elle a été créée par décret en août 1974. Donc 50 ans. Donc 50 ans, exactement, cette année. Et donc pour cette année particulière, on a décidé avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix de monter une exposition qui montre des paysages avant et aujourd'hui. Alors avant, c'est pas forcément avant la création de la réserve naturelle parce que c'est difficile de trouver des photos des années 60-70. Donc on a accepté des photos des années 80. Et on a repris ces photos avec le même point de vue cette année en 2024, cet été. Et il n'y a pas que des paysages, on a aussi voulu montrer les activités, les actions, les missions des réserves naturelles.
Donc on a aussi 4 photos qui illustrent ça, le avant-après. Je peux donner un exemple. Par exemple, on fait toujours le suivi des lacs Sentinelle, donc le lac du Brévent. À l'époque, on avait des filtres, on avait des thermomètres pour mesurer la température. Aujourd'hui, on a des sondes multiparamètres, donc on arrive sur le terrain avec un ordinateur de terrain pour décharger la sonde. Ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Et vous mesurez quoi d'ailleurs On essayait d'illustrer. Concrètement oxygène dissous, turbidité, température. Et l'avantage de la sonde multiparamètres, c'est qu'elle est au fond de l'eau en permanence et donc on peut avoir la température toute l'année. Alors qu'avant, on l'avait qu'au moment des mesures. C'est un peu les évolutions technologiques qui sont assez représentatives des milieux de la science. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont informatisées, on a des appareils, c'est quand même très présent. L'image du garde qui est avec ses jumelles à compter les chamois, ça arrive, mais bon, c'est beaucoup moins présent aujourd'hui. Les études sont beaucoup plus numériques. Comment vous les comptez, les chamois d'ailleurs Alors, je parlais de comptage chamois un peu exprès parce que auparavant, ça se faisait beaucoup, des comptages. Mais maintenant, ça a beaucoup été annulé parce que, en fait, il y a trop de biais. On ne peut pas avoir les mêmes conditions de comptage chaque année. Et comme ça bouge beaucoup, même si on observe une augmentation, enfin, si on en compte plus, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus. Parce qu'ils ont peut-être bougé, parce qu'ils se sont peut-être répartis différemment, etc. Donc, beaucoup de comptages ont été annulés pour ces raisons-là. Et on accepte de ne pas savoir le nombre, de ne pas connaître le nombre. On observe toujours, on imagine. Et en fait, on observe plutôt des choses qui nous paraîtraient inquiétantes, finalement, peut-être des maladies particulières. Des choses, on essaye d'être plutôt vigilant sur des comportements ou sur des choses particulières plutôt que sur le nombre qui finalement, ça nous apporterait pas forcément beaucoup d'informations utiles à nous. Voilà. Après, les gens sont très demandeurs. Il y en a combien On donne toujours une fourchette, un estimatif s'ils veulent savoir un nombre. Mais alors nous, on voudrait savoir vite fait, une petite fourchette. On dit souvent autour de 300-400 bouquetins sur les aiguilles rouges dans l'ensemble. Et en chamois, plus de 1000 probablement. Donc même si on voit plus facilement les bouquetins, il y en a probablement beaucoup moins que des chamois. Voilà. Alors, on va revenir à l'exposition. Mais ne retenez pas ces chiffres, je n'ai rien dit. Non, mais c'est une petite fourchette. Ouais. Donc, on va revenir à l'exposition, parce que je vous ai fait dévier là sur les chamois et tout ça. Mais donc, les photos que vous avez... que vous avez récupérées permettent de voir une évolution ou l'absence d'évolution aussi parfois sur certaines photos. Cette exposition, elle a été co-réalisée Aster, CEN 74 et la communauté de communes de la Vallée de Chamonix, vous nous l'avez dit. Pourquoi c'était important d'impliquer les habitants avec cet appel à photos ? Alors déjà parce qu'on avait très peu de photos anciennes, hormis des photos du premier garde de la réserve naturelle, Jackie Ravanel, qui nous a transmis des photos sur diapo qu'on a réussi à faire informatiser. Et puis parce que c'est quand même l'occasion en fait d'impliquer la population quand on essaie de faire des actions de sensibilisation, d'information, et qu'on peut prendre le temps d'impliquer les personnes, on essaye de le faire. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et on avait le temps aussi de le faire puisqu'on s'est pris dès le début de l'année pour lancer l'appel à photos. On a pu récupérer les photos au mois de mai, je dirais, quelque chose comme ça. Et la première partie de l'exposition avec les photos anciennes a été installée au col des Montets cette année, sur les murs extérieurs du chalet. Et ensuite, on a pris les photos d'aujourd'hui pendant l'été et maintenant, on a l'exposition complète. Ok. Et quelle photo est marquante selon vous dans cette exposition ? Quelle photo nous apporte vraiment une connaissance Alors, ça serait assez difficile de résumer à une seule photo parce qu'on a voulu montrer qu'à certains endroits, on voit une évolution avec, en particulier, de l'évolution de la forêt ou des arbustes, des arbres, des ligneux, avec l'évolution naturelle, en fait.
Et dans ces photos-là, il y a celle du col des Montets qui est particulièrement marquante, soit celle vue du dessus, soit celle le petit lac du col des Montets, où là, il y a vraiment une végétation plus importante. On a vu aussi des photos de paysages depuis plus loin aussi, où on le voit depuis Valorcine ou depuis Lognan. Mais on a aussi une photo intéressante du lac Cornu, par exemple, où là, on a voulu montrer qu'à cette altitude-là, les milieux ont très peu évolué. En tout cas, dans le paysage, c'est très peu marqué. Malgré le fait que l'enneigement soit moins important, en fait, l'évolution est très, très lente. Et donc, dans le paysage, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et c'est un beau message. Alors, du coup, c'est une belle constatation. C'est rassurant. Alors, oui, c'est rassurant que ça évolue pas trop vite, ça, c'est certain. Surtout que c'est les milieux pour lesquels la réserve naturelle a le plus de responsabilités à les préserver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait que ça va évoluer, on s'y attend, mais c'est vrai que ce sont quand même les derniers à évoluer du point de vue paysager. Après, ça reste le paysage, derrière ça, les insectes, par exemple, qui vont être des espèces assez sensibles aussi à toutes ces modifications, on les voit pas dans le paysage. Mais bon, ça donne quand même un bon aperçu, parce que le paysage, c'est la flore, et c'est quand même le milieu de base. Dans la chaîne trophique, c'est le premier maillon. Et sinon, sur le lac Cornu, peut-être que vous avez vu une évolution, alors qu'on ne voit pas en photo, mais peut-être de la température de l'eau, ou pas tant que ça ? Alors, température de l'eau, oui, dans les études qu'on fait sur les lacs, ce qui est très marqué, donc, c'est qu'on atteint des températures qu'on n'atteignait pas auparavant, donc des pics de chaleur, surtout en surface, et aussi la durée des pics de chaleur qui est plus longue. Ensuite, la durée d'enneigement est beaucoup moins longue, beaucoup moins importante. Mais bon, s'il vient... Et moins importante, quoi. Ouais. Voilà, donc ça, on le mesure. Et donc, en fonction de la période de l'année où on y va, effectivement, ça peut être un paysage très différent dans le sens où il y a de la neige ou il y a plus de neige. Mais la végétation en tant que telle a pas encore beaucoup évolué aujourd'hui. D'accord. Donc, depuis le mois de mai, on fête les 50 ans de la réserve naturelle. Alors, cet anniversaire, il est bien fêté, je trouve, puisque le lundi 20 mai, vous avez fêté les 50 ans d'existence avec, à cette occasion, Éric Fournier, maire de Chamonix, président de la communauté de communes, qui était présent au chalet du Col, entouré des représentants du Conservatoire départemental d'espaces naturels, donc d'Aster, de l'Association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges, l'ARNAR, et de celui qui fut l'emblématique gérant du chalet et accompagnateur en montagne, Jackie Ravanel. L'ensemble de l'exposition photo avant aujourd'hui a été exposé le 5 octobre lors de la journée La nature rencontre la science, puis maintenant est exposé ici à la Maison de Village. Le chalet d'accueil du Col qui a été récemment rénové. Vous sentez un enthousiasme de la collectivité pour les différentes missions que vous portez, Marion ? Oui, tout à fait. Les différentes missions, effectivement, aussi bien l'aspect scientifique que l'aspect protection aussi, ils sont assez demandeurs de préserver leur territoire et de mettre en œuvre des actions de gestion de la fréquentation. Ils sont presque porteurs aussi, en fait, je dirais. Et puis, sur la mission partagée et sensibilisée, ils sont même acteurs, puisqu'ils la font à travers le lieu du chalet du Col des Montets en particulier, puisque le chalet est dédié à ça. Bon, il y a une buvette, mais mis à part ça, il est vraiment dédié à la sensibilisation à l'environnement. Il a été rénové, comme vous le disiez, sur la partie rez-de-chaussée, et la partie sous-sol sera rénovée dans les années à venir, mais sous peu de temps, 1 ou 2 ans. Avec une très belle rénovation, avec une scénographie vraiment super intéressante pour découvrir cet espace, quoi. Très ludique, avec beaucoup de choses à toucher, à découvrir, ouais. Et gratuite. Et gratuite. Donc un réel enthousiasme de la collectivité pour les missions portées par Aster CEN 74.
Est-ce que vous avez vu une évolution vous ne l'aurez pas vu, cette évolution depuis 50 ans, mais est-ce que les prérogatives des réserves ont évolué depuis 50 ans ? Alors, les prérogatives ont un peu évolué, mais c'est surtout... les attentes globales sur l'ensemble des milieux sont plus fortes, c'est certain. Et les moyens, forcément, sont très différents. J'ai mon collègue qui me raconte qu'au début, on lui avait donné son écusson à coudre sur son vêtement et puis on lui avait dit, fais imprimer des panneaux comme tu peux. Aujourd'hui, c'est très normé, tout ça. C'est l'évolution générale de la société, hein. Il n'y a rien de très surprenant. Les acteurs aussi présents au départ et présents aujourd'hui ont beaucoup changé parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Maintenant, on a un comité consultatif qui valide les propositions et qui peut même... c'est même une instance décisionnaire. Ils sont beaucoup plus nombreux autour de la table aujourd'hui. On a les propriétaires, par exemple. Certains sont très impliqués. On a les chasseurs, on a des représentants de l'élevage, de la gestion forestière, de beaucoup d'activités qui sont présentes dans la réserve. Et lorsque la réserve a été créée, donc le vœu pieux de Jean Hérald, dont on a parlé tout à l'heure avec Patrick Devoissou, donc cet abbé scientifique, était donc son vœu pour la réserve était qu'elle disparaisse lorsque la mission aurait été achevée. Et comment vous voyez les réserves naturelles dans 50 ans, par exemple ? Alors, j'aime beaucoup son vœu, mais c'est vrai que malheureusement, on ne l'a pas atteint. On ne l'a pas atteint parce que... Alors déjà, on est dans un contexte de changements globaux dans lequel on sait que préserver des espaces protégés peut contribuer à limiter le déclin de la biodiversité. Et donc, ça reste très important de protéger ces milieux. Et ensuite, vraiment en tant que tel, sur l'espace, on voit bien que sans ce système de protection, la fréquentation, par exemple, voire d'autres activités, pourrait mettre à mal certaines espèces. Donc, notre présence... Alors, à nous, une présence et une gestion me paraît encore assez essentielle. Et qu'en sera-t-il dans 50 ans ? C'est assez difficile de s'imaginer encore, je trouve, pour moi. On s'attend à une plus forte fréquentation de certains sites parce qu'il y aura la recherche de fraîcheur. Et sur l'hiver, si on reste les derniers secteurs avec encore un peu de neige, on aura encore du monde. Quand il n'y aura plus de neige, on risque d'avoir une diminution de la fréquentation en hiver. Peut-être. Voilà. Là, je parle de la fréquentation. Et pour l'aspect pâturage, pour le moment, on a assez peu d'éleveurs intéressés pour plusieurs raisons, mais notamment au niveau du sol. On n'a pas le sol le plus intéressant. Mais comme on a de l'eau, ça pourrait devenir plus intéressant dans l'avenir. Donc, vous serez encore là à préserver, sensibiliser sur les chemins des réserves naturelles. Je pense qu'il y aura de quoi faire encore, oui. Malheureusement, je rejoins Jean Hérald sur le fait que si on pouvait ne pas être là, ça serait une belle chose. Et Jean Hérald, si on le cite beaucoup, parce qu'il a contribué avec d'autres personnes à créer la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Oui, tout à fait. Réserve qui a été créée... en 71, celle du Col des Montets. Oui, il y a d'abord une réserve intercommunale uniquement sur la partie Col des Montets en 71. Et Jean Hérald a été une force vive pour la création de cette réserve. En 74, c'est là qu'elle a pris son espace actuel. Et donc là, c'est beaucoup aussi les services de l'État qui ont contribué à ce qu'elle soit créée. Et donc, c'est la première en Haute-Savoie. D'accord. Alors, c'est suivi très peu de temps après celle du Bout du Lac, mais on est les premiers quand même. Et donc, en quoi elle a servi d'exemple pour la création d'autres lieux protégés ? Tout à fait. Sur les autres réserves de montagne en Haute-Savoie, c'est celle-ci qui a servi d'exemple.
et la présence de Jean Hérald et de d'autres personnes, Yvonne Gubler, etc., qui avaient ce souhait-là, qui avaient l'envie, qui ont poussé pour que ça se fasse. C'est pour ça que ça a été la première, parce que en fait, les services de l'État se sont dit il y a des gens qui sont intéressés et qui ont envie de préserver leur territoire, donc on va essayer là-bas. Et puis comme ça, on va prendre l'expérience et comme ça, on pourra aller voir d'autres territoires ensuite pour leur dire à Chamonix, ils ont fait ça. Puis c'était assez visionnaire en fait en 74. Aujourd'hui, ça nous semble assez naturel, mais en 74, ça devait être assez visionnaire. Alors c'était l'époque du développement des stations de ski. Et donc des personnes ont vu ça aussi en se disant non mais on développe, mais est-ce que en contrepartie il faut pas préserver des territoires? C'est vraiment dans ce contexte-là que ça s'est créé. Mais effectivement, c'était pas forcément la mouvance pour tout le monde. Donc venez voir l'exposition qui est ici installée à la maison de village d'Argentière. Donc je vous rappelle les horaires d'ouverture de cette maison de village, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, donc du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Donc vous pourrez visiter cette exposition qui est gratuite, je le rappelle, au 2e étage de cette maison de village. Merci Marion. Merci beaucoup. D'avoir parlé de toutes ces missions que s'est donné à Aster et que vous avez au sein de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges. Merci beaucoup. Merci. La radio des villages. Une émission, un rendez-vous. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.